Je veux un stagiaire qui s'appelle Tom pour que quand on lance le rec, je puisse lui dire ça rec Tom. Bah oui, c'est nul, et tu le fais répéter en fait. J'étais pas sûr, la première j'étais pas sûr, et la deuxième, non, c'est de confirmation, c'est nul, mais ça me fait aller. Bonjour et bienvenue. Pourquoi je fais bonjour Ouais, comme ça moi mais... Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Analytics, l'émission sans décor fixe. Dans cet épisode, on avait envie de parler d'une cinéaste dont on parle jamais. On va pas se mentir, on n'en parle jamais, on parle que d'un seul film. On va s'intéresser à Penelope Ferries, la réalisatrice de Wayne's World. Aujourd'hui, on va parler d'une cinéaste qui vous ne dira peut-être rien, ou seulement pour son film le plus culte, Wayne's World. Pourtant, Penelope Ferries est une cinéaste qui mérite qu'on s'intéresse à elle, car sa filmographie propose une vision très personnelle et pertinente de tout un pan culturel des années 80 et 90. Au point que l'on pourrait se demander, et si Wayne's World n'est pas qu'une simple comédie, mais bien l'aboutissement du propos d'une auteure. Well, at Noah's Arcade, we like to say, there's two of everything, so there's never a lie. À vue de nez, on pourrait se demander pourquoi vouloir parler de Sphérise. Quand on jette un œil sur sa page Wikipédia, il n'y a même pas de biographie, et son seul véritable succès est Wayne's World. Et on va pas se mentir, sa filmographie post-Wayne's World n'est pas fameuse. Pourtant, si l'on creuse un peu, c'est un personnage fascinant que l'on découvre. Penelope Ferries perd son père à l'âge de 7 ans, elle a une enfance chaotique, sa mère enchaîne les maris, les sales boulots et les verres avant d'aller se coucher. Penelope subira malheureusement certaines violences de la part de certains de ses beaux-pères. Mais après cette jeunesse difficile, elle intègre l'école de UCLA, la prestigieuse école qui va voir passer George Lucas, Francis Ford Coppola ou encore John Milius. Elle y tournera des courts-métrages introuvables aujourd'hui autour de ce que l'on appelle les gender studies, soit une sociologie du genre très utilisée dans le féminisme et les mouvements militants. Ses premières œuvres montrent donc la volonté d'un engagement social, et c'est loin d'être fini, car une fois les études terminées, Sphéries se payera un peu de matos et montera sa petite boîte de prod afin de financer un documentaire sur un courant qu'elle a découvert pendant ses études, le punk hardcore. Le punk hardcore est un mouvement musical qui naît aux USA et en Grande-Bretagne au début des années 80. Il émane des classes populaires et porte en lui des revendications écologistes, féministes ou encore véganes. Musicalement, il se démarque par son approche brutale et do-it-yourself. Les enregistrements ne sont pas de grande qualité, et souvent, un album de punk hardcore ne dure pas plus de 15 minutes. Regarde un album de punk hardcore, t'as 27 chansons, l'album il dure 10 minutes. Penelope Ferries décide donc de filmer clips et concerts de punk hardcore avec son matériel de récupération. Et son documentaire nommé Decline of the Western Civilization nous offre le document le plus précieux lorsqu'on s'intéresse à cette époque, cette scène et cette musique. Le film nous plonge dans l'intimité des groupes, des fans, des orgas de concerts punk hardcore. Sphéries ne veut pas juger ou rendre glamour les événements et intervenants de son film. L'idée est simplement de donner la parole aux acteurs de cette scène. Entendre une jeunesse qui le jeudi soir préfère se bousculer sur une musique violente plutôt qu'aller boire des verres tranquillement dans un bar branché. Ainsi, le film nous laisse le choix d'interpréter son titre. On peut très bien comprendre que le déclin de la civilisation est dû au mouvement punk, ou au contraire, que le mouvement punk est une réaction à ce déclin de la civilisation. Le film circulera uniquement dans des réseaux underground, et bien que le milieu punk hardcore aime le documentaire, cet entre-soi perturbe la cinéaste, qui souhaite toucher un plus large public. Ainsi, elle décide d'écrire une fiction qui lui permettra de traiter des thèmes et des enjeux qu'aborde son documentaire. Et comme tous les aspirants cinéastes fauchés de l'époque, elle se retourne vers le grand Manitou, Roger Corman, qui produit le film Suburbia en 1983. Et d'ailleurs, dans ce film, ainsi que dans Dudes, le film d'après, il y a Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Ok. Et ben il joue dans les films. Voilà. Dans ce film, on suit Jack, un ado de 15 ans ayant une mère alcoolique et qui fuguera de chez lui. Une fois à la rue, Jack va découvrir les clubs de punk hardcore. Suburbia est donc un film très personnel pour Sphéries, sûrement le plus personnel de sa carrière même. Ce scénario lui permet ainsi de se projeter dans son protagoniste tout en prenant le spectateur néophyte par la main, car ce dernier va découvrir l'univers punk en même temps que le héros. Et les violences que subissent ces derniers ne sont ni plus ni moins que celles qu'a vécues la cinéaste. Sphéries reste dans un premier temps fidèle à son passé de documentariste.
Elle montre l'alcoolisme de la mère et les images de la guerre à la télévision pour rappeler que la jeunesse prolétaire américaine a le choix entre mourir au front ou dans la rue. L'objectif est donc d'abord de décrire un environnement. Cependant, plus le film avance, et plus elle se permet d'y avancer un propos et une vision qui n'épargnent personne. Elle n'hésite donc pas à pointer les travers et la dangerosité du mouvement punk lui-même, en montrant dès les premières scènes une agression sexuelle qu'aurait vécue la cinéaste elle-même. Cependant, force est de constater que la sensibilité et l'empathie de la cinéaste va plus du côté des punks que des électeurs de Reagan, ce qui ne l'empêche pas d'amener des nuances, comme le personnage du policier. Parce que déjà le film sort pendant les années Reagan, et donc en fait dans le film t'as déjà une confrontation entre les gosses punk et les parents, les bourgeois, la société qui les jugent en fait. Et après ce que je trouve intéressant dans le cinéma de Ferries, peut ne pas être d'accord, mais la figure qui va apporter une subtilité là-dedans, plutôt que faire une opposition électeur de Reagan ou alors Amérique blanche bourgeoise versus les punks, ce qui va amener la subtilité, ça va être les personnages de flics. C'est-à-dire que là, dans le film, il y a un des punks, son beau-père, c'est un flic noir. Et en fait, le personnage du flic, c'est pas qu'il est là pour faire chier les punks en fait, juste il a un taf à faire, il a un boulot de merde, et souvent, le policier il est pas forcément montré comme un antagoniste des punks, parce que au contraire, comme la nuit il doit souvent aller dans les clubs pour séparer des bastons, comme en garde à vue il a souvent des gamins de 14, 15, 16 ans en garde à vue dans son commissariat, au final, c'est celui qui les connaît plus en fait. Does anyone else smell bacon? Yeah, I definitely smell a pork product of some type. Yeah, I know what you're doing, Campbell. Bacon, pig, oink oink, police officer. I used to say that to cops when I was your age. Suburbia est donc le film punk par excellence, et permet de comprendre qu'elle était déjà la cinéaste parfaite pour Wayne's World, ne serait-ce que pour la description de l'environnement social et musical. Après ce premier film de fiction, Ferries fera en 1985 The Boys Next Door. Il s'agit d'un film nous narrant le road trip de deux jeunes dont l'un est progressivement attiré par le meurtre. Alors, c'est un film que Ferries regrette un peu. Elle estime qu'il y a assez de violence dans le monde, et qu'en plus, son portrait des tueurs en série est un peu caricatural. En tout cas, il est moins bien documenté que Suburbia peut l'être pour les punks. The Boys Next Door n'en est pas moins une série B agréable qui sauve un dimanche soir, et nous permet de dévoiler deux éléments importants dans la filmographie de Ferries. La voiture et le duo de mecs. D'un côté, les personnages de Ferries sont rarement tranquilles dans une maison, mais constamment dehors, ailleurs et en mouvement. De plus, Ferries développe dans ce film un certain talent pour dénicher des comédiens qui développeront une alchimie parfaite. Ici, le duo formé par Maxwell Caulfield et Charlie Sheen, pour qui ce n'est que le troisième film, est parfait. Ils portent en eux tous les enjeux émotionnels du film, et on comprend pourquoi ils restent attachés l'un à l'autre, même dans les pires actions. Ce don pour dénicher des talents se répétera 2 ans plus tard dans la première comédie de Ferries, Dudes, avec Jon Cryer et Daniel Roebuck. Donc du coup elle a fait jouer, alors c'est ça qui est rigolo, c'est comme elle a fait jouer Charlie Sheen et Jon Cryer, en fait elle a fait jouer le duo qui fera Mon oncle Charlie et qui sera dans Hot Shots plus tard. Donc vraiment elle avait ce don pour trouver des comédiens, et après Wayne's World, le seul film à peu près intéressant qu'elle aura fait, j'ai oublié le titre parce que c'est un film qui est vraiment pas terrible, mais elle fait jouer Marlon Wayans, qui des années après fera Scary Movie. Donc elle avait vraiment ce don pour trouver des acteurs intéressants. Dudes est probablement la prémisse la plus évidente de Wayne's World, bien que le film soit beaucoup moins consensuel. On y suit en effet deux punks qui font un road trip, encore, et qui devront se défendre face à des rednecks voulant leur faire la peau. Et avec les gros sabots de la comédie, Ferries dynamite les plus grandes figures de la culture américaine. Le western, la guerre de sécession, et même Elvis Presley va y passer. Dudes est une comédie qui plaira à tous les fans de South Park. On y retrouve un cynisme et une satire bien familière. Par la suite, Ferries refait 3 documentaires. Un sur les ovnis, un sur la condition des femmes en prison, et une suite à son documentaire Decline, mais cette fois-ci sur la scène métal. Et on en arrive enfin au film pour lequel vous la connaissez sûrement, Wayne's World. Wayne's World! Wayne's World! Party time! Excellent! Wayne's World, c'est à la base une série de sketchs récurrentes du Saturday Night Live. On y suit l'émission de Wayne Campbell et de Garth Algart.
animé depuis la cave de ces derniers. Le principe du show, c'est deux hardos qui chroniquent l'actualité métal de manière humoristique. Le show aura un tel succès que les groupes finiront par faire leurs promos et concerts durant l'émission, et un tel succès donnera l'idée à Mike Myers d'en faire un film. Et c'est là où Spheeries entre dans l'équation. Myers choisit Spheeries après avoir vu The Dude. Une cinéaste qui connaît cette contre-culture si bien et dont le comique en images fonctionne, c'est de l'or en barre pour le projet qu'est Wayne's World. Seul souci, le tournage va mal se passer. Spheeries voyait Wayne's World comme l'opportunité de retranscrire son documentaire Decline 2 dans une comédie, un peu comme elle a pu retranscrire la première partie du documentaire dans le drame Suburbia. Mais Myers, lui, voulait juste un divertissement inoffensif, un peu comme il le fera avec Austin Powers des années plus tard. En somme, elle n'est pas au scénario, les producteurs ont des attentes énormes, et le tournage ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. Elle a donc très peu de marge de manœuvre sur le film. Alors, pourquoi dire que Wayne's World est le climax d'une autrice ? Parce qu'on parle d'un film grand public qu'elle a su complètement dynamiter de l'intérieur. Si on compare le duo du film avec ce qu'ils font dans les sketchs du SNL, on se rend bien compte qu'ils sont devenus plus subtils et surtout plus sphériciens. Ils restent des ardos attachants, mais absolument problématiques sur plusieurs aspects et pointés comme tels. Ils sont sexistes. So Claudia Schiffer, we salute you. Showing. Maladroitement racistes. Cassandra, I've got something I want to say to you. Et évidemment, toujours en bagnole. Même des impératifs de production comme les placements de produits deviennent sous la caméra de Spheeries un commentaire intelligent et ironique sur le modèle de production des films hollywoodiens. I can't talk about it anymore. It's giving me a headache. Here, take 2 of these. Ah, new print. Little, yellow, different. De plus, Spheeries a pu se projeter dans le scénario du film. En effet, elle a accepté Wayne's World, un projet mainstream, car elle désirait une reconnaissance en tant que femme cinéaste. Or, se retrouver avec des producteurs et la haute société a été une expérience éprouvante pour elle. Et c'est donc tout le sujet du film, puisqu'il s'agit de l'histoire de Wayne, dont l'émission se fait racheter par une chaîne de télé. Ainsi, ce que traverse Wayne et ce que traverse Spheeries jour après jour sur le plateau de tournage. Si Wayne's World est une comédie qui marche et qui a duré dans le temps, c'est certes grâce au talent comique de Mike Myers à qui on ne peut pas lui retirer, mais c'est aussi et surtout grâce à la vision de Spheeries. Il suffit de comparer The Dude, Wayne's World, pour comprendre ce qui manque dans la suite de ces derniers. Donc très clairement, c'est ce que j'expliquais d'un coup, quoi. Quand tu tapes Wayne's World 1 et Wayne's World 2, c'est vraiment mes deux films opposés et différents. Et donc du coup, quand t'as moins aimé Wayne's World 2 et que tu cogites, tu dis bah merde, est-ce que c'est la performance de Mike Myers qui est moins drôle et tout, enfin tu trouves pas trop l'explication. Moi l'explication je l'ai eu quand j'ai creusé du côté de P.O. Spheeries, parce que c'est vrai que quand tu vois ces films, tu fais ok, en fait Wayne's World 1, il est hilarant, il marche, parce que c'est P.O. Spheeries, parce qu'elle a mis ses thèmes, parce qu'elle a mis ce qu'elle voulait dedans en fait. C'est ça qui marche en fait. Ainsi, Wayne's World est devenu, malgré la volonté de Myers et des producteurs, un joli portrait de la jeunesse hardos du début des années 90. C'est une comédie populaire et grand public complètement réappropriée par la vision d'une punk féministe qui dresse un joli doigt d'honneur au patriarcat et au système hollywoodien. C'est d'ailleurs cela qui fait que par la suite, Spheeries ne s'est retrouvé que sur des petites productions peu intéressantes, voire des téléfilms purement alimentaires. Et quand parfois le sujet propre à Spheeries est là, le talent et la motivation est bien mort. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des documentaires, reportages, interviews ou interventions de Penelope Spheeries autour de la scène punk et metal. Et son regard sociologique en tant que féministe est crucial pour commenter la scène et les problématiques qui l'entourent. Donc tant qu'on aura Henry Rollins pour interviewer Spheeries, il faut en profiter, car son savoir et son expérience est précieux. Et puis on parle d'une nana pote avec Lemmy qui a foutu le bordel à Paramount, alors respect éternel. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez découvrir du coup le travail de Penelope Spheeries. Il y a The Boys Next Door qui a été réédité en Blu-ray récemment. Bon, c'est pas pour faire de la pub à Carlotta, mais mine de rien, c'est super sympa de l'avoir mis dans le Midnight Collection. Ça permet de redécouvrir le travail de Spheeries et il y a même des bonus intéressants dedans. Et enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait ça dans un AITX, mais
Les youtuberies, ça va bien 2 minutes, faut aussi rendre hommage aux gens qui bossent. Et Distorsion Ventre est un magazine, un bookzine qui a mis là-dedans une interview de P.F. Ferries et qui, comme je disais au début d'épisode, trouver des infos sur Ferries sur internet c'est quand même plutôt compliqué, ou alors il n'y a que des interviews et il faut être anglophone. Et bah là, grâce à Distorsion Ventre, j'ai pu en avoir, donc du coup, merci Distorsion, et n'hésitez pas à lire Distorsion, c'est vachement bien. Cette émission, eh ben, elle est finie, merci. Allez sur le Tipeee, ça nous fait vraiment plaisir, hein. Et puis nous les tipeurs, on essaye.